Le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. D'abord, l'Ukraine. J'ai eu l'occasion de le rappeler à l'issue du G7 d'Évian, mais pour la première fois depuis la nouvelle administration américaine, nous avons reconvergé entre Américains et Européens sur la position à l'égard de l'Ukraine. Et donc soutien à celle-ci, soutien militaire réaffirmé, soutien pour financer ses infrastructures énergétiques et soutien aussi pour recoordonner des sanctions à l'égard de la Russie et faire pression. Nous avons, côté européen aussi, une position plus forte, puisque c'est la première fois depuis décembre 2024 que nous adoptons à 27 des conclusions sur l'Ukraine. Ce qui est un acquis aussi de ce Conseil. Évidemment, après les versements, le début des versements du prêt de 90 milliards d'euros qui avait été décidé en décembre, la dynamique est donc meilleure et donc nous avons confirmé ici exactement cette dynamique que je viens de décrire enclenchée à Évian. Et donc, on a eu un débat sur le soutien des capacités de défense, en particulier anti-aériennes, le rapprochement de nos capacités, nos productions. Nous avons aussi souligné que le prêt accordé par les Européens permettra justement de manière concrète d'améliorer la résilience énergétique ukrainienne. Et je veux aussi saluer à cet égard l'accord trouvé au G7 pour financer les travaux de sécurisation de l'arche de confinement de la centrale de Tchernobyl qui avait été endommagée par un tir russe en février 2025. Notre soutien aussi va de pair avec l'accroissement des sanctions et là aussi position à 27. À ce titre également, nous resserrons l'étau sur la flotte fantôme qui demeure le vecteur principal des exportations du pétrole russe et augmentons la pression sur le système bancaire russe et les mécanismes financiers alternatifs, c'est-à-dire les crypto-monnaies utilisées pour contourner les sanctions. Et donc, comme agréé là aussi au G7, nous allons renforcer nos sanctions sur le secteur pétrolier et gazier pour une adoption rapide du 21e paquet de sanctions. Et puis les Européens restent prêts à contribuer à des garanties de sécurité robustes, notamment via la coalition des volontaires, qui aura un rôle à jouer au moment voulu. Et à ce titre, je veux ici rappeler que nous avons invité à Paris le 13 juillet prochain pour un sommet de la coalition des volontaires tous les pays qui en sont membres, qu'ils soient membres de l'Union européenne ou pas, puis à participer au défilé du 14 juillet, aux côtés des armées aussi ukrainiennes. Enfin, les progrès réalisés dans le processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie cette semaine sont historiques, et je veux ici les rappeler, ils ont été salués lors de ce Conseil. L'ouverture du bloc des chapitres fondamentaux qui marque le début officiel des négociations d'adhésion. Et je salue l'engagement de la Hongrie et de l'Ukraine sur le sujet des minorités nationales, qui permet ainsi aussi de remettre sur le droit chemin le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en restant fondé sur le respect des mérites propres. Avancée donc sur ce sujet et confirmation de la dynamique positive qui a été manifeste lors du G7. Le dialogue sur le déséquilibre mondial sera poursuivi. Il a permis dans le cadre du G7 d'avancer en définissant ce consensus en G7+. Et puis aussi quelques jours avant le G7, avec le sommet que nous avions tenu sur, qu'on appelle le sommet des convergences, avec l'Inde et la Chine, en associant pour la première fois depuis 20 ans la Chine à de tels travaux, et en commençant à préparer ce travail sur la base de ce que je viens d'évoquer, en vue du G20 de la fin d'année. Deuxième élément très simple, très clair, que nous avons toujours défendu, le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui, partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens, par aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci. Et donc l'Union européenne devra être représentée et le président Costa, en tant que ses compétences sont définies, il y aura une place. Pour autant, les États membres y auront aussi leur place. Il ne peut pas les représenter quand il s'agit des garanties de sécurité qui seront un élément clé de toute négociation. Donc, nous ne sommes pas des médiateurs, point 1. Point 2, nous devons être autour de la table d'une négociation quand elle se tiendra, et les représentants des institutions et les États membres qui sont clés pour les garanties de sécurité futures. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que les Européens, dans une négociation qui avait été initiée par les Américains, on doit en être.
C'est aussi à ce titre que le président Zelensky avait sollicité le E3 et nous avait demandé de venir à Londres il y a 8 jours. Les choses ont changé ces derniers jours, puisque les Américains, pour la première fois depuis l'élection du président Trump, ont dit « on se met avec vous, on soutient l'Ukraine, on va soutenir encore plus fort et on va sanctionner la Russie ». Et donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir qui, quand, comment doit aller négocier avec la Russie, c'est de se dire tous, on a clarifié notre position, et donc c'est à la Russie, à qui beaucoup d'offres ont été faites ces derniers mois, de dire quand elle sera prête à négocier. Je suis un grand soutien de l'innovation dans mon pays, je serai tout à l'heure avec Vivatech encore, mais j'ai toujours une grande prudence quand on parle d'innovation sur les valeurs et les droits humains. Permettez-moi d'avoir cette réserve. Et donc, il y a la question, en effet, de ces fameux centres de retour dans les pays tiers. Bon. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Nous sommes pour une politique de retour plus efficace. Mais d'abord, je n'ai jamais vu un centre de retour dans un pays tiers fonctionner. J'ai, ces dernières années, beaucoup entendu des gens le faire ou signer des accords. Et je vous invite à considérer ce que c'est. Ça veut dire que des gens qui ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine ou que vous n'arrivez pas à faire revenir dans leur pays d'origine, vous allez trouver un troisième pays dans lequel vous allez les pousser. Et que ce pays va accepter, peut-être contre de l'argent. Alors quel pays? Quelles relations vous créez? Quels droits humains? Et que vous allez pousser tous ces gens dans un pays qui n'est pas le leur, alors même que vous ne voulez pas les garder chez vous. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite. Et je ne crois pas, par ailleurs, que ce soit efficace. La preuve en est, c'est que je n'ai jusqu'alors vu personne le faire fonctionner. Et je crois même que les pays qui avaient signé des préaccords avec les uns ou les autres, membres de l'Union européenne ou d'autres, ne les ont pas mis en œuvre. Donc nous ne le mettrons pas en œuvre, mais ça relève. Et j'ai beaucoup de respect pour tous celles et ceux qui veulent le faire. Je suis en désaccord, à la fois d'un point de vue pragmatique et principiel, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la politique européenne. Le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui, partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens, par aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci. Et donc l'Union européenne devra être représentée, et le président Costa, en tant que ses compétences sont définies, il y aura une place. Pour autant, les États membres y auront aussi leur place. Et il ne peut pas les représenter quand il s'agit des garanties de sécurité.